Il est 19h15, donc nous allons commencer à l'heure. On a une procuration de Marie-Annick Mouton, un pouvoir, une délégation de vote, donc, qui m'a été attribuée. Elle va peut-être venir, mais au moins pour le début de la séance. Le quorum est atteint, puisqu'on est tous ici. Et donc on va passer au procès verbal que vous avez reçu il y a quelque temps. Avez-vous des remarques à faire sur ce procès verbal? Non. Donc, on va le mettre au vote. Qui est pour ce procès verbal? Tout le monde. Voilà. Merci. Alors après, on va passer. On a un certain nombre de rapports annuels, comme on a quasiment tous les ans à la même période. Le rapport annuel sur la qualité du service public et de la gestion des déchets d'inno-agglomération. Pour les grosses collectivités, il y a une obligation de faire des rapports et de les envoyer aux collectivités membres. Donc vous avez reçu 2 documents sur les déchets. Il y avait une petite synthèse qui permet d'y voir un peu plus clair et puis un dossier beaucoup plus conséquent. Ah, le secrétaire de séance, pardon. À l'unanimité, Jean-Pierre a été nommé secrétaire de séance. À l'unanimité. Oui, c'est ça, on est tous d'accord. Excusez-moi, monsieur le secrétaire. Donc, je ne sais pas si vous avez des remarques. Moi, je veux bien vous commenter les déchets. Alors, c'est vrai que sur les déchets, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. C'est un service qui est pas déficitaire, mais pas bien loin au niveau de Dinago pour 2 raisons. C'est que d'un côté, les déchets, ce qu'on appelle les ordures ménagères qui sont collectées chez nous le lundi, s'en vont à l'incinérateur de Tadin. Et qu'à chaque fois qu'on met une tonne de déchets dans l'incinérateur de Tadin, on paye ce qu'on appelle la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, qui était de 5 € par tonne à peu près, qui doit être passé, alors je n'ai pas le chiffre exact, mais pas loin de 15 € par tonne. Ça veut dire que sur les X milliers de tonnes, 25 000 je crois, donc ça fait une augmentation substantielle des dépenses pour l'agglo. Et parallèlement, il y a des recettes en moins, puisque les recyclables que l'on met donc dans les colonnes plastiques, le papier, le verre, etc., les recettes sont moindres. Notamment, par exemple, le plastique, à une époque, on percevait des recettes de 300-400 € de la tonne, et au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt 30 ou 40 €. Donc d'un côté, des recettes en diminution, de l'autre côté, des dépenses, notamment au niveau de la TGAP, et puis le gasoil, les frais d'essence, qui sont assez importants, évidemment. Donc tout ça, ça fait que la taxe, malheureusement, elle a monté. Ça ne les empêche pas d'investir, puisque sur la commune, ils ont quand même mis en place, alors c'est nous qui avons payé le terrassement, mais ils ont mis les colonnes enterrées. Le budget, donc vous avez vu, les dépenses de fonctionnement, ils sont de 14 430 000 €, et les recettes de fonctionnement, 11 400 000. Les dépenses d'investissement, 754 000. Alors, voilà un petit peu l'avis. Alors, il faut savoir, mais je n'ai pas la réponse, parce que ça va monter crescendo, c'est qu'on va passer ce qu'on appelle en C05, c'est-à-dire que là, actuellement, notre collecte d'ordures ménagères est faite tous les lundis, et que ça va passer tous les 15 jours. Mais dans l'année 2025. Mais on n'a pas su nous donner la date. Je sais que par exemple sur Plénin Trigavou, c'est dans le cours du premier trimestre. L'été, ça sera complètement... L'été, ça repassera à... Déjà 2. Mais on repassera à 2 sur les communes littorales, on passera à 2. On passe à 2 sur l'été. Vous voyez, parce que sur la cartographie, là par exemple, on voit bien tout ce qui est en vert, c'est les collectivités territoriales, pas les collectivités littorales, pardon. Et évidemment, on a des populations, que ce soit Saint-Cap, Lévion, Fréhel et compagnie, on a des populations qui se multiplient par 8, 9, voire 10, je ne sais pas trop, mais qui se multiplient sensiblement. Donc là, il faut bien sûr revenir à des collectes bi-hebdomadaires. Sachant qu'il n'y a pas que l'été, il y a aussi dans les vacances scolaires, les ponts, oui, le mois de mai. On passe au C05. Alors on a eu beau, nous les collectivités du littoral, qu'il y a un certain nombre à avoir protesté un petit peu, mais sur 65 communes, on n'est pas nombreux à aller dans le même sens, et c'est comme pour tout le reste, qu'on n'a pas forcément gros chapitre. Et pour ce qui est des colonnes enterrées, je pense que ce ne sera pas notre mandature, mais on prévoit d'en faire d'autres. Alors, il est prévu, là, il y en a eu donc une sur la Banche, il y en a eu une mise. Il y en a eu une mise du côté de la rue de la Manche, enfin, rue de la Manchette, à côté du camping. Normalement,
Au Châtelet aussi, oui. Et puis il est prévu d'en mettre, quand les logements vont être faits, c'est qu'ils nous ont prévu de nous en mettre 3 là. Hein. Enfin, bon. Donc ils y vont, mais c'est un coût qui n'est pas neutre. C'est un autre système de collecte, hein, puisque là c'est plus une. Mais bah, malheureusement ils y vont lentement. Non, il va commencer par les ordures ménagères. Tu aurais pu bien commencer aussi par le verre qui fait beaucoup de bruit par exemple. Mais non, c'est que les ordures ménagères pour le moment. Donc ça c'était le premier rapport, la première synthèse. La deuxième, alors, je ne sais pas, avez-vous d'autres questions? Non. On sait qu'on n'a pas à prendre part, on fait acte, point barre. On prend acte. Le deuxième, c'est le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de Dinan Agglomération. Donc globalement, la Chambre régionale n'est jamais traitante, mais globalement, alors il faut savoir qu'en 2024, ils ont la Chambre régionale. Alors, je ne sais pas comment ils font, mais ils ne consultent pas toutes les collectivités. Hein. 2024, c'était la communauté de communes de Crèze-Braise et Dinan Agglomération. 2023, c'était Lamballe-Terre-et-Mer, Guingamp-Paimpol. En 2022, l'EF Armor Communauté. En 2021, donc ils passent toutes les agglos, je dirais, au peigne fin. Là, c'est pareil, c'est en gros tous les 5 ans. Mais la gestion de Dinan Agglo n'a pas le soulevé il y a des petites remarques à la marge, mais globalement, la gestion est plutôt, et les finances sont plutôt saines au niveau de Dinan Agglo. Donc, ce qui est bien, ce qui n'est pas le cas de toutes les agglos, notamment sur certaines régions françaises. Alors, il a été noté par la Cour régionale des comptes, c'est que le pacte fiscal, c'est les fonds de concours qui sont pour les collectivités. Nous, pour rappel, on a eu 70 000 euros. Alors c'est un calcul savant qui est fait en fonction de la taille, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Donc là, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, ceci dit, je ne suis pas forcément sûr de pouvoir y répondre, mais vous pouvez toujours les poser. Donc on prend acte. Alors il y a aussi un autre rapport, c'est le rapport d'activité de développement durable de Dinan Agglo. Là, on a dû vous envoyer, il y a une grosse synthèse qui fait un certain nombre de pages, qui fait 137 pages, hein, mais il y a une petite synthèse qui concerne la commune de Saint-Jacques. Alors c'est intéressant, parce que ça permet de voir que Dinan Agglo s'occupe, on le savait, remarquez, mais de 3 sites. Il y a l'Office du tourisme, hein, puisque c'est Dinan Agglo qui gère cette affaire-là, enfin Dinan Agglo via le syndicat, enfin l'Office du tourisme. Hein. D'ailleurs, on sera amené à délibérer la prochaine fois sur la SPL, la mise en place de l'ESPL, parce que le fonctionnement actuellement, c'est une association et il y a de la gestion de fête. C'est M. Le Chien qui est le président, et il ne peut pas être président et financeur, et élu et financeur. Donc, on en parlera la prochaine fois. Et puis, il y a la zone d'activité, évidemment, des basses terres, et puis la station d'épuration. Mais ils ont oublié une chose quand même, c'est qu'ils s'occupent, dans le cadre de la GEMAPI, ça fera qu'on leur signale, c'est les fameuses digues. Ah ouais. Ils ont tendance à les oublier. Ouais. Ouais, c'est pas dedans, ça me vient d'un seul coup, là, je réfléchis en même temps. Ça peut le noter. Donc on va le noter et on va leur rappeler qu'il y a quand même, dans le cadre de la GEMAPI, la gestion de la digue au mètre, qui n'est pas une masse à faire, sachant qu'ils y mettent un peu de sous. Ils en ont mis 19 000 euros de 328, mais ils vont mettre un billet de 100 000 euros pour renforcer la digue au niveau de la station d'épuration. Parce que Jean-Michel fait des rapports tous les mois, il fait le tour. Tous les 15 jours maintenant. Tous les 15 jours, parce que ça bouge vite. Hein. Et on risque d'avoir des embêtements. Mais ça fait un moment que c'est prévu, je crois. Alors l'appel d'offres est parti, l'entreprise est retenue quand même. D'accord, ça y est, ça avance. L'entreprise est retenue, donc ça devrait commencer pas trop tardivement maintenant. Mais c'est urgent parce que parce qu'ils font des photographies à un certain nombre d'endroits bien précis, toujours les mêmes, et d'autres s'il y a des anomalies qui se font jour, et on s'aperçoit qu'il y a les fissures, elles ont tendance à s'écarter. Donc, et là, c'est quand même, il y a la station, il y a des activités économiques, il y a des habitations, enfin c'est quand même pas rien. Donc, vous l'avez lu, le petit rapport, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est toujours... on prend acte. Et là, je vais passer la parole à... Non.
Le rapport social unique. Non, c'est moi, mais Ah, d'accord. c'est Fabienne qui l'a rédigé, c'est la synthèse du rapport social unique. C'est un document qu'on doit faire tous les ans et qu'on doit remettre au CDG. C'est un petit peu une photographie de la collectivité en termes d'effectifs, enfin, de ressources humaines, etc. Hein, donc il y a les effectifs, les caractéristiques des agents, est-ce qu'il y a beaucoup enfin, des titulaires, ceux qui sont en contractuel, etc. Donc je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Je vous donne le micro. Comme j'ai fait dimanche, hier, pour chanter la Marseillaise. Alors, ce n'est pas moi qui ai sorti ce document, moi j'ai rempli les cases et j'ai renseigné un tas d'informations et ensuite la synthèse est générée par la plateforme du CDG qui génère tous les rapports uniques. Bon, vous avez vu, les points saillants sont dans la délibération. C'était la première fois que Saint-Jacques remplissait ses obligations sur l'édition de ce rapport unique. Ça demandait ça a nécessité une collecte de données rechercher des données assez importantes. Surtout que tout ça s'est fait dans le courant de juillet-août. Donc voilà, j'étais en train de prendre mes fonctions et je prenais connaissance de la maison. Donc il y a probablement des manques à certains endroits, mais dans l'architecture on y est. Hein. Donc c'est une majorité on est sur une administration qui est majoritairement composée de catégorie C, avec un équilibre homme-femme qui est assez remarquable parce qu'en général dans les collectivités on est plutôt de l'ordre de 60 à 65% de femmes et le reste étant des hommes, mais la particularité qu'on a là je pense sur cet équilibre entre les hommes et les femmes à Saint-Jacques, c'est parce qu'on a un service technique qui est très important. Les services techniques sont composés uniquement, exclusivement d'hommes. Vous pouvez sans doute vous interroger sur ce qu'on appelle l'absentéisme, la maladie, mais c'est des chiffres qui sont impactés par un congé maternité et par un congé aussi très longue maladie en 2023. Donc c'est pas ça, c'est justifié. Enfin, ça ne représente pas en fait l'absentéisme et les arrêts maladie classiques qu'on peut avoir dans la collectivité. Et puis ensuite, on est sur un équilibre plus ou moins de 50 ans qui est de l'ordre de 50%. Donc voilà, on aura probablement ce qu'on peut également mettre en avant, c'est sur les évolutions professionnelles et la formation. Donc évidemment, dans une petite collectivité comme la nôtre, assez peu d'évolution possible. Des demandes de promotion interne qui sont rejetées par le centre de gestion, en tout cas par le comité technique depuis quelques temps. Et puis ensuite, donc, pas de sanctions disciplinaires, ce qui est quand même pas mal, ça veut dire qu'on n'a pas trop de problèmes avec nos agents. Et enfin, sur la formation, il faudra faire, je pense, pour les années qui viennent, parce qu'il n'y a pas de jeu de formation, de budget de formation consacré. Ça va être beaucoup mieux en 2024 déjà. Il y a un point, à l'époque où ça a été rédigé, effectivement, le taux d'emploi des personnes handicapées, on était à 0, mais là, du coup, on a une apprentie qui est... Oui, c'était en 2023. Et ça, c'était en 2023. Ouais. Donc là, parce qu'on doit avoir, notamment, c'est le seuil réglementaire, c'est de 6%. Mais avec une personne, on a dépassé. On a l'apprenti qui est effectivement en situation de handicap, mais on a quelqu'un d'autre qui vient d'avoir une reconnaissance RPTH dans la collectivité, donc on sera dans l'obligation. On sera dans les cas. Dans nos obligations, en sachant que de toute façon, si on n'a pas d'agent handicapé, on n'a pas l'occasion de recruter quelqu'un en situation de handicap, on ne peut pas faire une conscience sur lequel on sait difficilement. On fera difficilement agir. Une question que je peux poser, c'est intéressant, on a donc une photographie de la commune. Est-ce qu'il est possible, est-ce que la machine est capable de générer par rapport à d'autres communes, à d'autres collectivités et voir faire des comparatifs? C'est le gros intérêt de cette plateforme qui s'appelle la plateforme PEPS, qui permet toutes les collectivités de venir faire les déclarations. C'est qu'à un moment donné, on peut effectivement, alors j'ai pas encore pris comment, ici je ne sais pas si encore cette option
est tout à fait disponible, mais en attendant, enfin, évidemment, enfin, à un moment donné, on a la possibilité d'aller chercher les autres rapports sociaux uniques des autres collectivités, ce qui est intéressant notamment pour se comparer par rapport aux collectivités de nos strates. Moi, je Il y a- note les charges il du y a une personnel. publication, Il y a une publication des Euh, données qu'on a renseignées après. Ça, c'est le CDG, enfin, c'est le centre de gestion qui collecte. Je peux me renseigner sur quel type de publication en est faite ou pas. Je n'ai pas le sentiment que ce soit accessible à tout le monde, au grand public en tout cas, mais en attendant, en tout cas professionnels et collectivités territoriales ou élus, on peut aller chercher les informations. Donc, mais ça, je vais fouiller effectivement pour savoir comment est-ce qu'on vit avec ça. Moi, je trouvais que 33-45% de dépenses de fonctionnement pour les charges du personnel, finalement, ça restait correct. Et Oui, c'est à vrai. chaque fois, on s'interrogeait. Mais je suis désolée pour une collectivité, 33-45, c'est pas mal. On n'est pas surdoté. En fait, ce qui impacte le budget du personnel et qui n'est pas dans ce rapport social unique, c'est tous les saisonniers qu'on peut avoir. Et c'est les saisonniers qui viennent gonfler très largement, qui viennent gonfler très largement les enveloppes consacrées au budget du personnel. Ça C'est rentre le dans la CDG 22 qui nous alertait sur la masse salariale. Alors, ils nous ont alertés à un moment donné et on a fait une réunion, rappelez-vous, parce qu'on voulait faire un audit qu'on n'a pas fait, et qui, ce jour-là, avait dit finalement qu'on n'était pas surdimensionné en termes de personnel. Je pense qu'au moins, au niveau du ratio. Alors, c'est vrai que si ça incluait sans doute les saisonniers, ce serait Pareil, comment faire autrement. par exemple, pour l'été 2024, enfin pour cet été, on est passé, en termes d'estival, on passe de 23 fiches de paye, donc 23 collaborateurs annuels pour la commune de Saint-Jacques à 35 fiches de paye. Donc, voilà. Et c'est Alors, c'est pas des gens qui, c'est pas plus 12 sur toute la saison, mais déjà c'est plus 4 rien par mois, rien que pour la plage, plus 1 pour le musée, plus 2 pour le camping, plus 3 pour le camping toute la saison. Voilà. Et c'est c'est une grosse charge de travail. Là, parce Grosse charge de travail. les contrats de travail, que ce soit pour un temps plein ou c'est pareil. Non, mais ça fait partie des employés de la commune. Alors, parce que c'est saisonnier, alors vous bateau. Bah oui. Oui, c'est ce qu'on Bah va oui, dire. on les compte les saisonniers du bateau aussi. Oui, c'était pris sur le port. Non, c'est pris sur le port, mais ça Oui, mais n'empêche c'est que quand même des saisonniers de la commune. Oui. Et c'est nous qui faisons la paperasserie, à tous les contrats, etc. Après, on refacture au port, au budget port, effectivement. Comme pour le camping, c'est le camping qui paye. Le camping, les saisonniers sont pris en charge directement par son budget, camping. Non, autre remarque qu'on peut se faire, c'est sur la pyramide des âges. 46% des 55 à 59 ans, ça veut dire que la mandature qui va nous suivre Il y aura des... aura des recrutements, il y aura plusieurs départs. Et ce qui n'est pas simple, hein, parce que les collectivités locales ne sont pas attractives. Et on voit bien, quand on fait des recrutements, on a du mal à trouver des candidats, ou alors des candidatures, mais complètement... c'est n'importe quoi, c'est pas simple. C'est une pyramide des âges qu'on retrouve dans la plupart des collectivités territoriales. C'est plus jeunes, il y a moins de jeunes qui rentrent, qui passent les concours et qui rentrent dans les collectivités. C'est pas attractif. Donc voilà, merci quand même d'avoir fait ce travail. Parce que c'est pas rien, hein, quand on a la synthèse, il faut les collecter, les chiffres. Donc là, je vais passer la parole à Madame Frédérique Carré qui va nous exposer. Alors pour la énième fois, nous revenons sur les histoires d'amortissement de la M4 du camping. Et je te laisse la parole. Donc la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable N4 au 1er janvier 2024 pour le budget annexe du camping implique de fixer le mode de gestion des amortissements immobiliers. La nomenclature M4 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata temporis. L'amortissement commence à la date de la mise en service de l'immobilisation financée par l'entité bénéficiaire.
Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté du 21 décembre 2016 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M4, vu l'article R2321-1 du CGCT, portant sur la durée d'amortissement des subventions d'équipements versées, et vu la délibération 2023-65 du 24 octobre 2023 portant sur l'adoption de l'instruction budgétaire et comptable M57 abrégée, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide. Donc, article 1er, de fixer à compter du 1er janvier 2024 les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles selon la méthode linéaire ci-dessous. Donc, vous avez le tableau. Pardon, il y a une erreur. Dans le vu, la délibération, c'est pas. C'est pas L57, C'est M4. C'est M4, oui. Mais je me suis posé la question, je l'avais pas vu. C'est pour moi. Donc, concession et droits assimilés. Donc, sur le compte, la durée d'amortissement, on a mis 2 ans. Agencement et aménagement des terrains nus, 15 ans. Agencement et aménagement d'autres terrains, 20 ans. Installation générale, agencement, aménagement de construction, 15 ans. Autre construction, 10 ans. Outillage industriel, 6 ans. Autre outillage, 6 ans. Installation générale, agencement, aménagement divers, 6 ans. Matériel de transport, 4 ans. Matériel de bureau, et matériel informatique, 10 ans. Cheptel, c'est selon la durée de vie de l'animal. Haute immobilisation corporelle, 6 ans. Et biens de faible valeur inférieure à 600 €, 1 an. Est-ce que déjà là, il y a des questions? Sur le matériel informatique. Ah bah tout le monde pose la même question en Ouais. disant 10 c'est ans, trop long. même s'il est en bon état, il est obsolète. Oui, mais alors je crois qu'on a pris le plus petit qui est proposé. Il y a une fourchette de proposés, on a pris le plus bas. On a travaillé dessus, on on a est le plus obligé de bas. prendre le plus bas. Et Et le plus bas, c'est 10 ans. ans. Mais Moi, je savais pas comment. Non, non, absolument pas cohérent. Le reste paraît relativement le reste ça cohérent. peut aller, mais ça, c'est vrai que sauf ça. qu'elle soit la M4. Et la M4, c'est pas Ça peut forcément. aller, après même dans le haut outillage, c'est de l'outillage électroportatique ou autre, c'est pareil. Ouais, ça, c'est Ce 6 ans. qui va bien me faire marquer sur le quatrième matériel du bureau et le matériel informatique. On s'est aperçu que sur la M57, on va en reparler après justement dans les modifications, là, enfin les DM qu'on doit prendre, c'est que auparavant on cumulait matériel de bureau et matériel informatique. Dans la M57, on doit dissocier. Non, M4. Non, mais dans la M57. Mais on va poser quand même la question sur la M4 si c'est pas la même chose aussi. Ah oui. Non, mais il y a une gymnastique, et je peux vous assurer que pour Cécile qui fait la compta, c'est que quand elle est sur la comptabilité du camping, c'est de la M4, donc la nomenclature et les articles et ne sont pas forcément les mêmes que sur la M57, c'est un vrai chantier, pas possible. Et on se fait retoquer des fois des mandats parce qu'ils ne sont pas imputés dans la bonne ligne. Et là, on va quand même vérifier. Ce serait bien de vérifier parce que. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, article 2, la méthode d'amortissement appliquée est la méthode linéaire pour Rata Temporis. Et article 3, le seuil d'amortissement des biens de faible valeur inférieur est fixé à 600 €, BTC. Pour ces biens de faible valeur, il est fait application de la dérogation de la règle à la règle. Pour Rata Temporis, l'amortissement est effectué en année pleine sur l'exercice suivant leur acquisition. Ces biens font l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire. Et donc maintenant, on va passer au vote. Question là. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et alors, si j'ai bien compris, les 600 €, par exemple, une imprimante qui lâche, ça nous donne 600 €. Oui. Et bien à ce moment-là, ça passe là, à l'article 3. Oui, tout à Ça fait. peut. Bah, Il faut morceler les achats d'informatique. si on ne veut pas mettre d'amortissement. L'histoire, enfin, le système d'amortissement, c'est vertueux quelque part. Parce que ça permet de provisionner pour. Bon. Maintenant, Ouais, mais c'est. Oui, mais en même temps, voilà, 600 € comme dit Dorian, un an c'est court. Mais enfin, ça reste des tableaux. Oui, ça Ça reste un tableau, quoi. Il faut rentrer dans la classe. C'est ça. C'est plus quoi. Ou pas. bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, qui est pour? Donc, tout le monde, vous avez entendu. Donc, je vais passer la parole à Madame le Réfami. Alors, c'est la délibération
Action 2024-56, finances locales, décision budgétaire, budget principal, décision modificative numéro 1. Les décisions modificatives sont destinées à procéder en cours d'année, après le vote du budget primitif, à des ajustements comptables afin d'actualiser le budget primitif, acte par nature, prévisionnel et tenir compte des aléas économiques ou financiers. Elle prévoit et autorise de nouvelles dépenses et recettes qui modifient les prévisions budgétaires initiales, tout en respectant l'équilibre du budget primitif. Dans le cadre de l'exécution budgétaire de l'exercice en cours, il est apparu nécessaire de procéder à des ajustements de crédit entre les différents chapitres et articles du budget principal. Cette décision modificative numéro 2 s'inscrit donc dans le cycle annuel budgétaire qui a pour objet essentiel d'ajuster au plus près les crédits budgétaires inscrits aux réalisations prévisionnelles de dépenses et de recettes de l'exercice, notamment en section de fonctionnement, et de prendre en compte les éléments nouveaux intervenus depuis le vote du budget primitif par le conseil municipal. Modification au budget de fonctionnement. À l'examen de l'exécution du budget primitif 2024, il apparaît nécessaire d'adopter des modifications. En section de fonctionnement, alors il y a plusieurs sections. En section de fonctionnement, afin de répondre à des dépenses supplémentaires en charge de personnel sur l'exercice lié au recours de plusieurs contrats en CDD en raison de plusieurs arrêts maladie sur l'année et à l'anticipation de nouveaux arrêts d'ici la fin de l'exercice. Pour l'année 2024, il est proposé d'augmenter le chapitre 12 de 40 000 € et pour ce faire, transférer les crédits nécessaires depuis le chapitre 65. En section d'investissement, afin de répondre à des dépenses supplémentaires, en achat de logiciels de l'ordre de 1 500 €, il est proposé de transférer de 1 500 € du chapitre 21 au chapitre 20. À des dépenses supplémentaires à l'article 2183, liées notamment à l'acquisition de matériel de bureau répondant à l'adaptation d'un poste de travail dans le cadre d'une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, donc RQTH, il est proposé de transférer 17 000 € de l'article 2131 à l'article 2183. À des dépenses supplémentaires à l'article 2128 liées à l'aménagement de l'aire de camping-car et du parking rue de Dinan. À des dépenses supplémentaires à l'article 2156 liées à l'installation d'une alarme incendie à l'école. À des dépenses supplémentaires à l'article 2188, notamment pour le changement du portail de l'école et la mise en place des cylindres et clés électroniques pour la commune. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, on propose de procéder au virement des crédits suivants. Donc vous avez le tableau. Je ne vous le commande pas, vous l'avez. Ça a été expliqué. Voilà, donc c'est exactement ce que je vous ai expliqué. Alors, une explication déjà avant les questions, éventuellement, c'est pourquoi on est amené à faire ça, parce qu'effectivement, quand on fait le budget en début d'année, on essaie d'être le plus sincère possible, d'être le plus près des dépenses qui sont nécessaires à effectuer. Sauf qu'en cours de route, il y a toujours des aléas qui font que, notamment au niveau fonctionnement par rapport au personnel, il y a eu des arrêts et on l'a déjà expliqué, c'est qu'on est remboursé, mais ça ne vient pas sur les mêmes lignes, sur les mêmes articles ou sur les mêmes chapitres. Du coup, on est obligé de jongler un petit peu. Et en termes d'investissement, effectivement, il a fallu acheter du matériel parce que, notamment, on a un personnel qui a été reconnu RQTH et qu'il a fallu acheter du matériel qui n'était évidemment pas prévu en début d'année. C'est tout un tas d'exemples comme ça. Et il a fallu aussi acheter du matériel pour l'apprenti, puisque cette personne, il fallait quand même lui donner quelques outils pour travailler. Ça ne change rien à la philosophie du budget, c'est simplement le problème des budgets, c'est que c'est des grands tiroirs avec des petits tiroirs. Quand le grand tiroir des chapitres, on n'était pas obligé de tout passer, mais pour une question de clarté auprès du public, auprès de tout le monde, tout ce qui est entre articles, on peut faire des modifications sans passer par une délibération. On est obligé de le faire, c'est quand c'est les chapitres. Le chapitre, et en dessous, il y a plein d'articles. Bon, là, on a tout globalisé de façon à être le plus transparent possible, mais globalement, ça ne change strictement rien à notre budget voté initialement. Ça, c'était en plus des explications. Un petit complément.
Au sujet de l'informatique, parce que je trouve que je suis encore sujet, mais on a quand même beaucoup de dépenses. On demande plusieurs devis chaque fois qu'on fait des achats. Alors sur certains, vous voyez, sur certains matériels, on a fait des devis, sur d'autres non, effectivement. Alors, on a acheté 3 ordinateurs, par exemple. Il y en a un qui est tombé en cravate, c'est le mien. Il y a le deuxième, c'était pour notre apprenti. Et le troisième, je ne sais plus pour qui. C'était l'ordinateur qu'on a mis à disposition de l'association À Village Rivage. Qui était tombé en panne. Donc là, il a fallu changer 3 ordinateurs. Le problème, c'est que c'est des petites sommes, mais quand c'est pareil, on ne les fait pas tous ensemble, effectivement. Sinon, là, ce serait plus intéressant et plus compétitif de consulter. Ça tombe je veux dire, ils ne tombent pas tous en panne en même temps, quoi, quand il faut changer, quoi. Par rapport au matériel de bureau, par rapport au transfert des 17 000 euros, ce qui était vu, enfin ce que tu nous avais dit, une prise en charge de 80%, Alors, c'est ça? voilà, il va y avoir 80% de prix pour le FQTH, parce que voilà, c'est le fauteuil, c'est surtout lié à des sièges. Hein, Oui, il y a des sièges, il y a plein de petits matériels. Plein de petits matériels. Alors effectivement, on débloque, là on est obligé de dépenser, c'est des dépenses. Mais les recettes qu'on va avoir quand elles vont arriver, parce qu'elles vont arriver du jour au lendemain, mais ça ne va pas être sur le même chapitre, donc c'est comme toujours. Quoi. Donc voilà, y a-t-il d'autres questions? Donc on va mettre au vote, donc qui est pour? Donc à l'unanimité, merci. Alors, dans la foulée, donc la délibération 2024, 57e délibération. Donc devis pour une maîtrise d'œuvre concernant les travaux de sécurisation du camping. Donc on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'on a l'ambition, Frédéric pourra mieux l'expliquer encore que moi, c'est de réaménager un petit peu et de sécuriser le camping et de sortir notamment du camping l'aire de jeu, le mini-golf, etc., de façon à ce que le public puisse y accéder sans accéder dans le camping en période de fermeture notamment, et de remettre des barrières, etc. Mais on pensait pouvoir le faire, je dirais, en régie, et en faisant des petites consultations, et on s'est aperçu que l'estimation que Jérôme nous a faite, c'était entre 300 et 400 000 euros. À partir de là, on a dit, voilà, attention, c'est important, on ne va pas bricoler. C'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs, on va faire les choses dans les règles. On va peut-être dire que Jérôme, c'est plutôt le responsable de quoi déjà? La technique, hein, et du camping. Donc en fait, on a fait plein de devis par rapport au projet qu'on avait. Et quand on additionne tous les devis, ça monte le cumul est haut. Et donc du coup, c'est là qu'on a dit, est-ce qu'on est dans les clous, est-ce qu'on a le droit de faire ça sans rien demander, sans rien faire? On va faire des choses dans les clous. On est dans une somme inférieure à 40 000 euros, donc oui, mais bon. C'est pas soumis à la réglementation des marchés publics. Par contre, c'est pareil, est-ce qu'on a fait. On a demandé KOKR? Non, là effectivement, j'ai demandé KO carré. J'ai demandé KO carré parce que, effectivement, alors, on n'a pas consulté, on n'était pas obligé, et on l'a fait tout simplement parce que c'est des gens avec qui on travaille pas mal et qui nous donnent entière satisfaction. C'est un pourcentage. Alors après, là c'est une somme, mais ça restera un pourcentage par rapport au rata, c'est 7-8%, je ne pas. Ah oui, c'est ça. Voilà. Moi, je simplifie toujours à 10, c'est protégé. C'est plus compliqué. Et en plus, si je ne me trompe pas, on est obligé de sortir l'aire de jeu. Les aires de jeu. C'est pour une question de sécurité, de toute façon. Ouais. C'est ça. Donc, je vous rappelle que quand on est arrivé, nous, en 2023, 22 en 2022, on est arrivé le 26 mars, là, le 1er avril, le camping ouvrait, et j'avais genre le 4 ou 5 avril, j'avais déjà une commission de sécurité. Et normalement, la commission de sécurité, c'est 5 ans, tous les 5 ans. Et ils sont revenus l'année d'après.
Parce que justement, en fait, ce qui pose problème, c'est la fameuse aire de jeu qui est accessible à tout le monde. Ça pose problème dans le camping parce que en fait, sur le camping, on est incapable au jour d'aujourd'hui, s'il y a une alerte ou un problème quelconque, de savoir exactement combien il y a de personnes sur le camping. Comme cette aire de jeu, elle est libre accès à tout le monde, on ne sait pas si les gens qui sont là font partie du camping ou n'en font pas partie. Alors il y a cette aire de jeu là, et il y a la petite aire de jeu aussi pour les enfants. Et le mini-golf. Et le mini-golf maintenant, bien sûr. Voilà. Donc du coup, ça pose question et la commission de sécurité, le commandant du 10-22, là, il est un peu... Mais il est carré. Hein. C'est pour ça il qu'il est faut doigt faire. dessus et il est C'est pour piqué ça un qu'on a peu. pris au carré. Oui, il a raison sur le principe. Voilà. Et là, on arrive à bientôt, la commission va passer l'année. Dans 2 ans. Ça serait bien que ce soit fait. Faut pas qu'on se repasse taper sur les doigts. Donc, il y a prévu juste le changement des barrières. Celui que toi, tu le lisais. Non, vas-y, lis-le. Je dis C'est non. marqué le maire, mais tu peux lire, hein, il n'y a pas de souci. Donc, suite à la dernière commission de sécurité et au regard de la vétusté des barrières qui sont tombées en panne cet été. Donc, pour info, j'ai quand même fait l'ouvre-barrière pendant une semaine cet été parce que c'était vraiment HS. J'avais le temps. T'avais une tente. Et j'avais une tente, oui, je dormais là-bas et tout, impeccable. Il est apparu nécessaire d'engager des travaux de sécurisation de l'entrée du camping de la Manchette. Donc en effet, plusieurs points de sécurisation sont à mener. Donc le changement des barrières avec la mise en place d'un système d'ouverture à lecture automatique des plaques d'immatriculation afin d'empêcher l'accès aux véhicules non autorisés et le partage des codes d'accès par les usagers. Ceci vise à limiter le nombre de véhicules aux strictes capacités du camping et d'avoir une estimation juste du nombre de personnes présentes dans le camping en cas de situation d'urgence. Permettre l'accès libre aux équipements publics présents dans l'enceinte du camping, donc le city-stade, le mini-golf et l'aire de jeu, et de limiter ainsi l'accès à l'espace même du camping à la clientèle. Donc. Sortir un vestiaire du bloc sanitaire 2 du camping afin d'en faire un sanitaire public pour les usagers de la plage avec un accès PMR. Donc ça c'est pour répondre à la demande aussi. Ça c'est important. C'est important, puis on est quand même la Manchette, c'est quand même la plage PMR et il n'y a pas de vestiaire. Quand même, voilà. Puis il y a pas mal de manifestations aussi. Bien sûr. Il y a un beau tapis. Et instaurer un sens de circulation en sens unique dans le camping en prolongement de la route derrière le bloc sanitaire 3 le long de la prairie. Alors ça, c'est le principe. Comme il faut sortir la zone, on ferait un sens comme ça, en fait, giratoire. Enfin, en fait, le terrain de foot deviendra un immense sens giratoire. Donc du coup, il faut recréer la route qui était déjà là avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette route-là. Il s'en rappelle. Il faut la recréer. Voilà. Donc, afin d'assurer la mise en œuvre et le suivi de ces aménagements, le maire propose de confier une mission de maîtrise d'œuvre à un cabinet spécialisé. S'agissant d'une prestation inférieure à 40 000 €, le Code des marchés publics prévoit une procédure dite de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence préalable, permettant de choisir un prestataire sur devis. Monsieur le maire a sollicité l'entreprise au carré pour une mission de maîtrise d'œuvre VRD pour un devis d'un montant de 32 232 € TTC. S'agissant d'un montant supérieur à 20 000 € hors taxe, le conseil municipal doit autoriser le maire à signer le devis. Donc, est-ce que vous avez des questions? Moi, je trouve que déjà, la première chose, c'est que quand il nous a alerté, quand on l'a rencontré, sur faire une étude topographique, voilà, à laquelle on n'avait pas pensé et qui semblait vraiment indispensable. Donc c'est là où on voit que de temps en temps, ne pas y appeler des professionnels, ça peut être utile parce qu'on aurait complètement zappé ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, mais c'est important. Donc il y a toute une étude topographique qui va être faite, et notamment en fonction des voiries qui sont autour du camping, enfin, de la zone concernée. De façon notamment, et on est dans la zone submersible aussi, c'est de voir pour les écoulements d'eau, alors ça paraissait effectivement assez important. Pour ma part, effectivement, c'est des travaux qui sont nécessaires, mais sur le principe, je vais m'abstenir parce que du coup, le devis a été fait le 8 novembre et on reçoit tout ce soir. Ah mais oui, parce que le problème... Non, le 8 novembre, c'était la réunion en fait. On l'a reçu que cette semaine. Oui, c'est ça, le 8 novembre, ils ont établi le devis, nous on l'a que ce soir. Oui. Donc sur le fond, moi je vais m'abstenir. J'aurais pu vous l'envoyer parce qu'on l'a reçu vendredi. On l'a reçu vendredi. Et je ne l'ai pas envoyé, effectivement.
Alors pourquoi ça a été vite fait aussi, c'est parce que notre souhait, c'est de pouvoir, mais ça va pas être si simple que ça, mais on voudrait quand même faire réaliser un Au moins certain les nombre de barrières avant la voilà, avant le mois d'avril. Au moins les barrières. Bah oui, il faut vraiment que ces barrières changent. Et on ne va pas changer des barrières qui ne fonctionnent pas juste pour une saison. Quoi. On va Sachant qu'on va faire des travaux derrière. un saisonnier. Non, pour la qui va, barrière. on l'a pas. Et comptez pas sur moi l'année prochaine, je vous le dis tout de suite. C'est vrai. Parce que sous la flotte, c'est pas drôle. Mais là, il fera beau l'année Non, mais il prochaine. fera beau, oui. Je vais avoir des coups de soleil. Alors, sinon, s'il n'y a pas d'autres questions, qui est pour donc, cette mission de maîtrise d'œuvre? Donc, tout le monde est pour. Qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour, et sauf une abstention. Donc là, Alors, je vais passer la parole à Grégory, monsieur Berthaud Grégory, pour nous parler de candélabres et d'éclairage public. Alors, le projet de rénovation de 10 foyers sur des poteaux en béton armé sur la commune, présenté par le syndicat départemental d'énergie des Côtes-d'Armor, pour un montant estimé de 8 424 €. Au total des travaux, majoré de 8% de frais d'ingénierie. S'inscrit dans le programme Fonds Vert. Notre commune ayant transféré la compétence d'éclairage public au syndicat, celui-ci bénéficiera du fonds de compensation de la TVA et percevra de notre commune une subvention équipement calculée selon les dispositions du règlement financier. Approuvé par le comité syndical du SDE 22 le 20 décembre 2019 d'un montant de 3 770 €. Montant calculé sur la base de la facture d'entreprise affecté du coefficient moyen du marché augmenté des frais d'ingénierie du taux de 8%. En totalité à la charge de la collectivité auquel se rapportera le dossier conforme au règlement du S22. Ces montants sont transmis à titre indicatif. Le montant définitif de notre participation sera revu en fonction du coût réel des travaux. Les appels de fonds du syndicat se font en une ou plusieurs fois, selon qui aura lui-même, une ou plusieurs fois, selon qui aura lui-même réglé à l'entreprise un ou plusieurs acomptes, puis un décompte et au prorata de chaque paiement à celui-ci. En gros, on va demander, ils vont nous changer les 8 têtes des réverbères rue de la Poste. C'est les plus énergivores qu'on a sur la commune. Alors, ils vont les changer. C'est pas ceux-là, c'est le béton, c'est en béton. C'est en béton, Ouais. Ils sont pas en béton. C'est la C'est les 4 d'après, ça. Ah, c'est les 4 d'après qui sont en béton, pardon. On a deux délibérations à Il y a prendre. 2 opérations. Si, ceux-là, ils sont en béton. Et celui-là, c'est... Voilà. Alors, Non, je- c'est ça, la la 8 en béton, les 4 c'est ceux de la Poste. Ils sont pas en béton, ceux de la Poste. non, ils sont en C'est sur métallique. celle d'après. Excusez-moi, je crois que c'était Alors les 8, ils sont où en fait? Alors les 8, alors j'ai pas le dossier là sous les yeux, je crois que je Alors, l'avais. gros. C'est à des endroits. Châtelet, il y en a quelques-uns, Châtelet. Il y en a un petit peu partout. Ouais, c'est ça, c'est les Alors, il faut savoir que c'est les luminaires qui vont être changés, c'est pas le candélabre C'est pas de lui-même, lumière, c'est juste la tête. c'est que la tête. Alors, on a quand même posé la question, Jean-Michel a posé la question, c'est que, notamment dans le cadre de l'aménagement de la rue de la Poste, si on doit changer les fûts, enfin les candélabres, on pourra remettre ceux qu'on va acheter sur les nouveaux candélabres. C'est important, c'est essentiel. Ça ne rien. Les têtes pourront être mises si on change les Voilà, photos. ils pourront être mis sur d'autres poteaux. Parce que l'intérêt, c'est que là, on va avoir donc, en gros 50% de subvention sur ces luminaires. Et c'est quand même intéressant parce que notamment du fond vert, et quand on sait, le gouvernement, ils sont en train de faire des coups de phrase sur les fonds verts, ça vaut le coup d'en profiter. Parce que c'est quand même quelque chose qui coûte vachement cher. Hein, l'éclairage public, les candélabres, plus les... Là, c'est que les luminaires. Hein. Vous voyez déjà les montants, pour 8, c'est 8400. Et s'il y avait les candélabres avec, ça coûterait encore bien plus cher. Quoi. Donc, ça, c'est la première délibération. La deuxième, c'est la même chose, mais c'est pour 4 foyers, je dirais. Et là, c'est un montant de 3628. Et puis, donc, la charge serait environ de 1624, auquel il faut ajouter les fameux 8%. Enfin, c'est toujours compliqué avec le SDE, je ne comprends pas. C'est un établissement public. Ils nous font des devis à la con, excusez-moi l'expression, il faudra pas que vous le mettez d'ailleurs.
Mais c'est que quand on a un devis et que quand on passe la facture au niveau de la trésorerie, ça doit correspondre au devis. Et qu'ils ne sont pas fichus de nous mettre des devis corrects et que les factures ne vont pas être pareilles. À chaque fois, il faut redemander qu'ils nous refassent un devis en mettant la bonne date, etc. Parce qu'à chaque fois, ça va. Et ils doivent avoir le même problème avec toutes les collectivités. Je ne comprends pas qu'ils changent Non, pas. mais rien que le texte te fait comprendre que ça peut évoluer. Oui. Voilà, donc, bon. Il va falloir que je vois avec M. Hamad, le président, qui nous change ça, parce que c'est compliqué. Mais on a quand même intérêt à y aller, parce que alors l'avantage aussi, c'est le fait de changer. Vous allez me dire, mais ils éclairent bien ceux de la rue de la Poste, sauf qu'ils sont très consommateurs d'énergie. Hein, par rapport à ça va être des LED, et ils vont consommer beaucoup moins. Non, mais bon, voilà, de toute façon, il faut qu'on vote déjà pour le Alors, premier. ce que je vous propose, c'est qu'on vote la première, la délibération 58, et puis on va voter pour la 59 après. Donc qui est pour la 58? Donc tout le monde. Et qui est pour la même, la 59? On est tous d'accord. Ok, merci. Alors, Madame Boutier, tout le monde va parler un peu, c'est bien. Nathalie. Alors, délibération sur la création de postes permanents. Donc, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services communaux, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. Donc, on a en fait, dans le cadre de la réorganisation de plusieurs postes, il est proposé de créer 3 postes permanents. Le premier, un poste d'adjoint administratif à temps complet de catégorie C au camping municipal, afin de remplacer le poste de catégorie B suite au départ de l'agent contractuel. Un poste d'adjoint technique territorial à temps complet de catégorie C, afin de transformer le poste de catégorie C à temps non complet occupé par un agent en CDD en vue d'une stagiairisation. Et le poste d'attaché catégorie A, afin de transformer le poste de secrétaire général actuellement dans le poste dans le cadre d'emploi de rédacteur catégorie B. Donc, conformément, je vous lis tout, donc, le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la fonction publique et notamment l'article L332-8, vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Considérant qu'en termes de l'article L313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi créé. Considérant le tableau des effectifs et conformément surtout aux besoins de la commune, il convient de modifier le tableau des effectifs. Avez-vous des questions? Pourquoi est-ce qu'on change de catégorie pour les campings? On recrute plutôt en C alors que c'était en B. Alors parce que c'est la réorganisation avec Jérôme qui... Si vous voulez, on avait 2 têtes au camping. Il y avait une tête, c'était donc le service administratif, l'accueil, et une deuxième tête, c'était le service technique avec Jérôme. On s'est aperçu, alors c'est compliqué le camping, parce qu'à une époque, on a embauché pas mal de couples, pensant que ça fonctionnerait mieux. Mais il y a eu 3-4 expériences qui ont toutes plus ou moins pas trop bien fonctionné. Bon, là, on a mis 2 têtes et on s'aperçoit que c'était pas bien. Donc là, c'est Jérôme qui va devenir le responsable du camping. Et on n'est plus obligé d'avoir un poste de catégorie B pour l'accueil et le secrétariat, si vous voulez, pour la partie administrative. C'est pour ça qu'on recrée, puisqu'il n'existait pas. On garde quand même le poste en B, il ne sera pas pourvu, c'est ce qu'on avait dit, mais on crée un poste en C et on est en recrutement justement pour remplacer OCA. Mais c'est Jérôme qui va chapeauter les deux, puisqu'il a déjà eu cette expérience-là, etc. Et il en a les compétences. Il en a les compétences. Donc voilà. Y a-t-il d'autres questions sur ces... Sur les 2 autres postes D'accord. Donc qui est pour? Ok, merci.
Mais t'es bien parti pour nous parler du renouvellement des conventions d'occupation du domaine public. Ah oui, elle a eu des... Laissez-moi le temps de faire les collègues. Je l'avance, tu veux une canne quoi. On a plus rigolé. Tu veux que je tourne? Bah, il y a un break pour les deux. Ouais, droite. Ah, mais elle commence à bien trotter. Hein. Elle va faire le trail l'année prochaine. Allez, on se recentre. Donc, suite à une consultation relative aux occupations du domaine public en 2021, la commune de Saint-Jacques a signé 3 conventions d'une durée de 3 ans pour les emplacements suivants. Parking de la plage Dia, lieu d'île Rougeret et parking de Rougeret. Les conventions arrivant à échéance et n'étant pas renouvelables, il est proposé d'organiser une nouvelle consultation pour l'occupation de ces 3 emplacements. La durée de ces conventions sera portée à 10 ans afin de permettre aux candidats de proposer des projets dont la mise en œuvre nécessite un investissement important. Cette durée de 10 ans permet de rentabiliser cet investissement. Donc, vu les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques, vu l'ordonnance numéro 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques, nous allons donc délibérer. Avez-vous des questions? Non, moi j'ai juste une remarque, vous l'avez évoqué en commission finance. Pour moi, 6 ans, ça aurait été bien. Ça aurait fait... réparti sur les 2 mandatures. Alors, effectivement, on n'était pas, cette question on n'était pas obligé de la porter au Conseil, puisque c'est peut-être qu'un arrêté de la mairie. On est obligé de passer au Conseil, c'est quand on dépasse 12 ans. La concession dépasse les 12 ans. Donc en dessous, on n'était pas obligé. Et là aussi, pour un souci de transparence, on a préféré, sachant qu'en plus on a un collègue qui est partie prenante dans cette affaire-là, donc on veut être transparent, c'est pour ça qu'on les a fait sortir également, puisque le collègue plus la belle-maman. Du coup, voilà. Alors, effectivement, la question, c'est pas sur le cahier des charges, enfin, tout ça, ça a été rédigé déjà, ça a été revu, mais c'est sur la durée. Donc, moi, je veux bien qu'on mette au vote, hein, puisque là, en commission, on a voté, bon, majoritairement, c'est les 10 ans qui sont sortis. Hein. Moi, j'étais plutôt pour faire un temps inférieur, mais on est minoritaire, donc, mais on peut remettre au vote, hein, et puis on peut voter si vous le souhaitez. Maintenant, moi j'étais les 3 ans, effectivement, c'est trop court. Moi, Pour rentabiliser un à une époque, dans le milieu des eaux et des déchets, par exemple, c'est souvent des compagnies, enfin des fermiers là, qui sont concessionnaires, c'était 25 ans. Le législateur dit que c'est beaucoup trop long, hein, que ce soit pour les poubelles comme pour la flotte. Mais en gros, c'est une dizaine d'années, parce qu'effectivement, quand il faut faire des investissements, et je me souviens aussi, par exemple, sur les déchets, il y avait une consultation, il fallait mettre des camions électriques. Donc, ça coûte un bras, ça coûte très cher, c'était sur 3 ans. La personne n'avait répondu, parce que personne ne pouvait faire un investissement de 3 ans sur un matériel aussi important. Donc voilà. Mais là, c'est un peu vrai aussi, il y a des investissements qui pourraient être faits. Et bon. Maintenant, voilà. Il y a aussi une charge administrative, aussi, il y a toute une charge de travail autour de ces ODP. Hein, donc, ouais, ce dossier, c'est quand même tout ça. C'était trop court. Après, c'est la première année que c'était remis. Enfin, voilà, c'est obligatoire depuis 2017, ça ne se faisait pas. Donc on avait voulu en 2021 rentrer dans les clous, donc on l'avait fait. Il n'y a eu que 2 candidatures, il n'y a pas eu trop de débat puisque finalement les candidats, il n'y en avait que sur chacun des postes, il n'y avait qu'une seule candidature. Cette fois-ci, je pense qu'on en aura un peu plus puisqu'on est quand même interrogé, donc ça va y avoir de la concurrence. C'est assez territorial notre... Et puis peut-être que le fait de 3 ans, ça n'attirait peut-être pas beaucoup de candidats, que sachant que ça va être 10 ans, ça va peut-être donner des envies.
Alors moi ce que je propose c'est qu'on mette au vote sur la durée, parce que c'est là-dessus, sur le texte on ne va pas y revenir, on a travaillé dessus, il tient la route. C'est sur 10 ans, qui est pour les 10 ans. Juste, moi, je voudrais préciser, pendant la commission, ce que je disais, c'est que c'est vrai que sur les fonds de commerce, habituellement, c'est financé sur 7 ans. C'est sûr que 3 ans, ça donne aucune unité à l'activité. 3 ans, on est tous d'accord, c'est point trop de vue Maintenant, est-ce que professionnel, c'est 10, 3 ans, c'est 7? ça donne pas de stabilité sur l'emploi. Et puis tu t'investis dans rien. Parce que... Maintenant, c'est vrai que l'argument de se dire, ça permettrait un roulement, par exemple, de 7 ans, ça permettrait à chaque mandature de se positionner sans que ce soit, sans en passer une à la trappe. Donc, c'est pas un argument, moi j'étais un peu sur de ce point de vue-là. Maintenant on était 3 d'avoir cet avis-là, en gros, 3, et puis que la majorité était plutôt à 10. Quoi. Oui. Donc, mais on peut revoter là. On appliquera ce que le vote décidera. Donc qui est pour les 10 ans 1, 2, 3, 4. Marianne était pour. Et Marianne était pour, effectivement. Ça fait 5. Et donc plutôt pour 7 ans, on serait 3 alors éventuellement. Et 7, si on le fait. Ouais. Je reste sur ma position également, mais on partira donc sur 10 ans. Après, moi, je reste quand même 10 ans, parce que la délibération propose à 10, donc je vais quand même sur... Oui. Oui, donc là, en fait, qui valide ça? Après, c'est rediscuter sur Donc Oui. on est sur un vote à l'unanimité pour les 10 ans? Je suis pas sûre. Pas l'unanimité, parce que Non, moi, les deux la votent non, pas c'est déjà. ça, oui, les deux, Oui, il y en a 2 qui Il y en a deux qui sont... votent pas, et toi, Rosine, du coup. Oui, d'accord. Pour, Donc on vote pour les 10 ans quand même, d'accord. Donc il y a 8. et eux, ils sont c'est l'unanimité. Oui, des votants, l'unanimité des votants, d'accord. Je vais les chercher. Ouais, mais tu vois, c'est le peu. Moi, je me sens dit, c'est pas ça. Ça marche que c'est la dernière, ce truc-là. Les mêmes. Je vais pas réaliser pour 3 ans. Normalement, le gabon, ça me bloque. Oui, qui Oui, je pense quand même que Anaïs soit assise. Ah bah oui, pardon. Je suis allée Honore l'ancêtre, s'il te plaît. honorer, respecter peut-être, mais... Oh, allez, un effort. Bien, nous allons passer à la délibération 62. On va enfin tenir le bout, ça date depuis 2011 cette affaire. C'est la régularisation de l'acquisition d'une parcelle de terrain de 43 mètres carrés, donc la parcelle AB 322, qui correspond à l'emprise du chemin au droit de la propriété du 23 chemin Saint-Christophe appartenant à M. et Mme Vincent Poupinet. Donc, depuis l'année 2011, monsieur et madame Vincent Poupinet revendiquent la propriété d'une partie du chemin Saint-Christophe, située devant leur terrain 6 au 23 chemin Saint-Christophe, et souhaitent que la commune acquiert cette partie de leur parcelle dont ils n'ont plus la jouissance. De nombreux échanges ont eu lieu entre monsieur et madame Poupinet et la commune, avant de trouver un accord sur le prix de vente et la prise en charge des divers frais, avocats, notaires, géomètres. Par courrier reçu du 27 février 2024, monsieur et madame Poupinet ont accepté la proposition d'achat par la commune au prix de 12 000 € pour une surface d'environ 43 mètres carrés. Monsieur et madame Vincent Poupinet prennent à leur charge les frais de leur avocat. Si vous voulez en plus qu'on prenne les frais d'avocat. La commune prendra à sa charge les frais de géomètre et de notaire. Depuis, le cabinet Prigent et associés ont effectué la division et le bornage de la parcelle AB 232 et toutes les formalités nécessaires afin d'obtenir une nouvelle numérotation cadastrale. C'était nécessaire pour faire la compagnie. Le plan établi par le géomètre en date du 4 octobre 2024 indique les nouvelles références cadastrales, dont la parcelle AB 322 pour une superficie de 40 mètres carrés concernant la partie objet de la vente par monsieur et madame Poupinet à la commune. Donc, le conseil municipal, considérant que la situation perdure depuis trop d'années et qu'il est nécessaire de régulariser la situation, approuve la nécessité d'acquérir la parcelle AB 322 dont M. et Mme Poupinet
non plus la jouissance qui correspond à l'emprise du chemin pour une superficie de 40 mètres carrés, accepte d'acquérir la parcelle AB 322 pour la somme de 12 000 €, précise que les frais de géomètre et le notaire découlant de cette acquisition seront à la charge de la commune. Et autorise le maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. Alors pour l'histoire, la longue histoire, c'est que les collectivités, on a le cas d'ailleurs dans le boulevard de Rougeret, c'est que les collectivités jusqu'à 2012 avaient la possibilité de demander aux pétitionnaires, quand ils achetaient des terrains, de reculer d'1,50 m leur limite de propriété pour d'éventuels agrandissements de voirie. Sauf que ça a été fait, pour les monsieur et madame Poupinet, ça a été fait en 2011, et c'était à titre gracieux, hein, il n'y avait pas de soute financière. Sauf qu'en 2011, le législateur a changé la règle. Et c'est tombé pile poil au même moment, et que depuis 2011, on doit rémunérer les personnes à qui on ampute une partie de leur terrain, enfin de l'acquisition qu'ils ont pu faire. Madame Lamberson, puis nous aussi, on s'est bagarré, on a tergiversé, on est parti à 2000 et on est arrivé à 12 000. Bon. Et fort sur l'avis de notre avocat, il nous a dit de toute façon, vous allez perdre. Si vous allez au contentieux, de toute façon, ça risque de vous coûter encore un peu plus cher. Donc on a plié les pouces, un peu, quelque part. Oui, parce qu'on était tous à peu près sur la même longueur. Ah ben, on était tous sur la même longueur. On n'avait pas envie de plier, ben, oui. Mais conseil de l'avocat faisant. Voilà, oui. Alors, je vais poser une question bête, hein, mais je vais la poser quand même. Du coup, le chemin Saint-Christophe, c'est pas un chemin privé? Non, alors le chemin Saint-Christophe est public jusqu'à l'entrée de l'abbaye. Et ce bout de parcelle-là, il est juste en face de l'abbaye. Et pourquoi ça a été fait? Alors, ce qui est dommage, c'est que les bonnes sœurs, enfin les religieuses, pardon, ont fait l'acquisition de cette bande de terre, mais qui n'ont pas été moins les 40 mètres carrés en question. Et s'ils les avaient achetés à l'origine, on n'aurait pas eu ce problème-là. Parce que ces fameux 40 mètres carrés, c'est ce qui leur permet d'avoir... Ça facilite la manœuvre des camions. Alors évidemment, je passe les détails, mais je les explique aussi. C'est la commune qui prend en charge les livraisons, quelque part. Voilà. Et alors évidemment, moi je me suis retourné auprès des religieuses comme du directeur, M. Abima. Allez, écoutez, c'est quand même un peu pour vous que ça a été fait, cette affaire, mais ils n'ont rien voulu démordre. Ça a été le cas aussi de M. Catelin, comme de Claire Anderson, donc c'est une affaire... À ceci près que M. Catelin avait pris des engagements, et sauf erreur, on n'a jamais rien retrouvé. Oui. Exactement. C'est de mémoire. Ouais, C'était que normal. Ouais. Moi, je note qu'on perd quand même 3 mètres carrés. Oui, parce que effectivement, on s'est bagarré sur 43, mais maintenant on achète que 40 mètres carrés. Mais on le paye quand même le même prix. D'évaluation. Voilà, ça c'était l'explication. Vous avez peut-être des questions. Mais on en a plus de Bien, donc qui est pour? Est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Voilà. Alors, la délibération en 63. Acceptation d'une donation d'une œuvre d'art par M. Devilliers Henri. Donc je vous lis. M. Stéphane Devilliers Henri souhaite procéder à la donation d'un tableau représentant des personnages en tenue et des bateaux à quai au profit de la commune. Il s'agit d'une œuvre de 50 cm par 60 cm du peintre A. Laudrin, peintre d'origine norvégienne qui a peint la Bretagne dans les années 50-70. Cette donation est réalisée par M. Devilliers Henri en mémoire du docteur Gérard Bouillol, cancérologue de Valenciennes, amoureux et résident de Saint-Jacques-de-la-Mer, et au nom de la famille de ce dernier. Je ne sais pas qui a connu ce médecin-là. Personne? Il était amoureux de la C'était un gars qui bossait à Valenciennes, ça. Chez nous, il était en Oui, tout à fait. L'article L de 1242-1 du Code des collectivités territoriales dispose que le conseil municipal statue sur l'acceptation des dons et les legs faits à la commune. L'acceptation du don entraîne le respect de la volonté du donateur quant à son attribution. En effet, une collectivité territoriale qui accepte un don ou un legs conditionné engagera sa responsabilité, soit elle respecte les conditions posées, soit elle renonce au don ou au legs, en indiquant que les conditions posées ne sont pas réalisables, trop floues ou trop rigoureuses. Les conditions ici requises par les donateurs sont les suivantes: que le tableau soit exposé dans un lieu recevant du public, et en cas de vente par la commune,
Le produit devra être versé au profit d'une association. Voilà. Alors vous avez vu la photo, elle est à l'écran, c'est parfait. Et ben voilà, donc on avait une idée de mettre à droite, mais peut-être qu'on pourra le mettre ailleurs, et peut-être à la maison de la mer, enfin du pêcheur. Oui, ça serait très bien alors. Mais cela dit, c'est une bigoudaine, quoi. Moi, ça me... Alors c'est une bigoudaine, effectivement, pas une périgourdaine. Bon. Dîne. D'accord, à la base, c'est ça. Donc êtes-vous d'accord d'accepter ce don? Oui. Oui, donc tout le monde est d'accord. Donc, Sauf que si vous souhaitez le mettre ailleurs, il faut qu'on modifie Oui, parce que là, c'était C'est précisé. précisé, hein. c'est libéré. Ouais. Il dit que le tableau sera exposé en salle du conseil. ah, Ah, En mairie, alors. Et pourquoi Merde. on mettra dans un des lieux municipaux qui reçoit du public, soit Donc, la maison de la mer, soit... oui, on peut peut-être C'est changer, celle du on va conseil. changer. Pourquoi on l'avait dit? Parce que bêtement, on s'était dit, on le mettra... Non, mais je demande où c'est marqué salle du conseil, parce que moi j'ai que le tableau soit Si, exposé en dans bas, le lieu où dit je que demande le du public. tableau, en bas, En bas. dit que le le tableau tableau... sera en salle de Ah, conseil. voilà. Bon, alors ça, à mon avis, il faut le changer. Dans un C'est espace pas là qu'ils veulent municipal plus de ou- voilà. Oui, bah oui, parce que c'est vrai, c'est pas là qu'il y Ça a peut changer pour disposition ou autre. Dans un lieu municipal. Alors moi, je l'ai trouvé, ce tableau, sur un site de vente aux enchères. Apparemment, il y a 7 photos, et sur une des photos, au dos, on peut lire « Tannage des voiles, le grand port d'Ouarnenez Ah bah oui. ». Ceux qui connaissent Douarnenez, c'est... Oui, bah c'est le pays des périgourdins. Hein. Il était en Des boudins, des boudins. Merde. Et vous savez, vous lâchez avec le Périgord, là. C'est le Vous avez envie de voir un Ouais. champignon, Non, c'est on ça. l'a trouvé sur Internet parce qu'il a le droit à faire 7... Moi, c'est une vente en ligne, ça. Oui, non, mais il a le droit de faire 7 originaux. Après, Donc voilà, donc on est tous d'accord, on va l'acheter, enfin on va le On va accepter le don. Avec une pizza qui est... Alors, sinon, normalement, le cas arrivé, mais j'ai demandé à Fabienne de nous préparer une nouvelle délibération, la 64. Là, pardon. Vous l'avez ici, pour ce, voilà, vous allez pouvoir maintenant passer une. Là, certains l'ont peut-être pas. Elle Là. n'était pas... non, elle était Alors, pas dans les- là. Pourquoi j'ai fait cette demande? C'est parce que je suis titulaire dans le cadre du nouveau parc régional naturel qui s'appelle Vallée de la Rance Côte d'Émeraude. Il se fait que je suis le titulaire et que c'est Christophe Seret qui est le suppléant. Et que malheureusement, la dernière réunion, j'ai déjà pas pu y aller, et que la prochaine, qui est importante, puisque c'est l'élection du président et d'un certain nombre du bureau, et que je ne peux pas y aller puisque j'ai un mariage le même jour à la même heure. Bon, c'est pas facile. Donc je vais vous la lire. Hein. L'objectif, c'est de changer notre suppléant. Par délibération du 24 mars 2022, le conseil municipal a désigné pour représentant au syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional Vallée de la Rance Côte d'Émeraude dans les Putois comme titulaire et Christophe Ferré comme suppléant. Afin de permettre à la commune de participer aux décisions relatives à la création du PNR qui vont intervenir dans les prochains mois et compte tenu de l'absence de M. Ferré, il est proposé de proposer à une nouvelle désignation du suppléant et de désigner Jean-Pierre Coco. Vu le code des collectivités territoriales, notamment les articles, je vous les passe, vu la délibération 2022-04 du 24 mars 2022 du Conseil municipal relative à la désignation des délégués municipaux au sein des divers organismes, considérant qu'en application de la clause générale de compétences article 1, cette désignation relève du Conseil municipal, considérant que le Conseil municipal peut désigner parmi ses membres des délégués qui seront appelés à siéger au sein des organismes et ainsi participer à leurs travaux. Sur proposition du maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de modifier la délibération 2022-04 du 24 mars 2022 relative à la désignation des délégués municipaux au sein des divers organismes et décide de désigner Jean-Pierre Coco comme membre suppléant au syndicat mixte de préfiguration du parc naturel régional Vallée de la Rance Côte d'Émeraude. Avez-vous donc des questions? Jean-Pierre participe déjà beaucoup à tous les travaux de Cœur Émeraude du syndicat, notamment dans le cadre de Natura 2000. Il y a une erreur? Et là aussi, Ah oui, 03. et là aussi. Et au-dessus, plus haut, c'est pareil. Tu mets Oui, j'ai lu 04 sur- au lieu de mettre Alors, 03.
crois que c'est bien fait. Et puis, tu as au sein, il n'y a qu'un Oui. seul sein. Ah, les deux là. Oh là 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 là. C'est comme l'aigle, il y en avait qu'un aussi dans la photo. Vous avez fini. Allez. Allez, bon, bah, c'est bon Un là. aigle, non, Qui le On dit va regarder, il y a toujours un c'est reste. tu vois, là, c'est un aigle. Un aigle, ça y a tu Ah bah tiens, Ah, voilà. mais toi, je savais pas. Ah, voilà, tiens. Un aigle, je ne sais pas. Alors, dans ce cas-là, Ah, faut- Merci Jean-Pierre. Ouais, alors dans ces cas-là, il faut rajouter. Les profs d'histoire et les profs de français. Je suis Donc, qui est pour? Bah, la preuve que non. Qui est pour? Parce que tu savais quoi. Ok, merci. J'ai Et pas je posé la m'abstiens. question. Bah oui. Non. Je vais pas vous Non, dire non, bon, tu peux voter pour. Voilà. bon. Donc, Voilà, moi, je vois, c'est- j'en ai fini de l'ordre du jour. Je ne sais pas si vous avez des questions diverses. Les dépenses que tu as fait dans le cadre de ta délégation, peut-être? Non, alors on va les faire au prochain conseil. D'accord. Ok. Bah, c'est vrai qu'on a eu déjà un grand rattrapage. Voilà. Mais je vous promets qu'au prochain conseil, donc qui sera, alors peut-être qu'il faut qu'on fixe la date d'ailleurs, si vous avez vos agendas, parce que on doit faire un conseil obligatoirement avant le 15 décembre. Jean-Luc, on ferme le conseil peut-être. Oui, le conseil est donc clos. Là, on va voir